Jean-Paul Chagnolot, bonsoir, professeur émérite de sciences politiques à l'université de Cergy-Pontoise, président de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Merci d'être avec nous. Et Bélir Nabli, professeur des universités, professeur en droit, auteur de Relations internationales, droit, théorie et pratique aux éditions Pédone. Avec nous également Aude Soufi, notre éditorialiste international. Bonsoir Aude. Merci à tous d'être là. Vous avez été surpris, Jean-Paul Chagnolot, par les propos presque même déconcertants de Benyamin Netanyahou qui dit, en gros, qui annonce une occupation de Gaza. Écoutez, franchement, de ce personnage que je suis depuis des années, je m'attendais pas forcément à autre chose. C'est-à-dire que la seule hypothèse qui serait positive et qui permettrait d'aller vers un horizon politique, c'est faire de la politique. Et Netanyahou n'en a jamais fait au sens de la recherche d'un compromis politique et de la recherche d'une solution équitable avec les Palestiniens. Il a toujours résolu ces problèmes ou cru les résoudre uniquement par des rapports de force. Il a donc, par exemple, dans les années 2009-2010, à l'époque d'Obama, il a toujours sabordé les négociations que pourtant Obama voulait faire. Il y a eu, vous vous souvenez peut-être des John Kerry, qui était son secrétaire d'État, avait tenté beaucoup de choses. Il y avait eu des pressions, mais il a toujours joué une carte qui consistait à dire oui à Obama très brièvement pour ensuite se tourner vers le Congrès dominé par les Républicains pour torpiller ce qu'il avait dit. Donc il a systématiquement refusé. Par conséquent, aujourd'hui, une telle proposition, ça veut dire on revient 50 ans en arrière et on revient à l'occupation. Et sa seule obsession, c'est la domination des Palestiniens et évidemment le reflux de toute entrée dans un schéma politique, ce qui est évidemment tout simplement dramatique. Bélir Nabli, on reviendrait à avant 2005 finalement et une bande de Gaza occupée par Israël. Disons que juridiquement déjà, du point de vue de la situation de Gaza, Israël était déjà dans une position, dans un statut de puissance occupante. Là, elle formaliserait, elle renforcerait ce statut international qu'on ne pourrait plus ignorer politiquement. Avec pour objectif d'assurer sa sécurité. Oui, c'est comme ça que c'est présenté. Oui, mais c'est pas un argument viable ou pertinent en droit international. À partir du moment où vous occupez le territoire qui n'est pas le vôtre, qui ne relève pas de votre souveraineté, vous êtes dans un statut qui viole, dans une position qui viole le droit international. Et là, d'une certaine manière, effectivement, le Premier ministre israélien ne ferait que renforcer finalement une posture israélienne qui est dans la défiance vis-à-vis de ses obligations internationales et qui conçoit ce conflit de plus en plus sous un angle religieux et de plus en plus à travers le prisme d'un rapport de force militaire. Ni l'un ni l'autre ne sont susceptibles d'ouvrir des perspectives politiques. C'est bien là le problème. Jean-Paul Chagnolot, qu'est-ce que ça signifie, ces propos, selon vous, alors qu'on est dans une phase croissante de l'offensive à Gaza? Je crois que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que ce gouvernement, avec Netanyahou et ses alliés, veulent résoudre la question palestinienne. Ils ont essayé de la marginaliser pendant des années. Ils ont failli y réussir. Enfin, ils pensaient pouvoir y réussir avec l'autre option qui consistait à normaliser les relations avec les États arabes, ce qu'ils ont fait avec les Émirats arabes unis, avec le Bahreïn, avec le Maroc, avec le Soudan, et ils espéraient le faire avec l'Arabie saoudite. Et donc, dans cette optique, ça voulait dire qu'ils pouvaient peut-être espérer faire oublier la question palestinienne, c'est ce qui est absurde. Et malheureusement, ces personnages, je dis vraiment ces personnages, sont au fond un malheur à la fois pour les Palestiniens, mais aussi pour le destin d'Israël, parce que finalement, ce qu'ils proposent là, c'est de revenir une fois encore à la violence, au rapport de force, et on n'en sort jamais. Et c'est ça qui est dramatique. Et je pense que le chemin qui a été pris à partir des années 2007-2008, eh bien, va toujours dans ce sens. Je dis 2008 parce qu'il y a eu un moment, avec Olmert, c'était le Premier ministre à l'époque, et Mahmoud Abbas, il y a eu des négociations qui auraient pu aboutir à quelque chose de tout à fait important, Olmert, le Premier ministre de l'époque, a été torpillé par toujours Benjamin Netanyahou, le même qui, au moment d'Oslo, il était Premier ministre aussi, il faut rappeler ça, il y a 30 ans, il était Premier ministre de 96 à 99, et il disait très clairement, Oslo, c'est le problème
c'est pas la solution. Donc depuis 30 ans, il a la même posture, avec en plus cette dimension religieuse qui est le fait de s'appuyer sur les sionistes messianiques, sur les messianistes juifs, qui sont alors là en plus des racistes et qui veulent aller très loin. Donc cette posture, ça nous dit je veux encore plus de malheur. C'est terrible comme position. Alors le seul moyen, c'est que les États-Unis ou que les Européens, peut-être la France, lui expliquent qu'il faudrait aller dans une autre direction. Malheureusement, ça me paraît difficile, mais pourtant, c'est ça l'enjeu, quoi. C'est fondamental, surtout avec ces milliers de morts partout. Bélier Nabli, l'objectif de cette opération terrestre, il ne faut pas l'oublier, c'était d'éradiquer le Hamas pour Israël. Et là, on en arrive à l'occupation. Est-ce qu'il y a une stratégie d'Israël? Et est-ce que vous arrivez à la décrypter? Je ne suis pas le seul, je pense, à avoir du mal à la décrypter, ou du moins à la mettre en perspective, parce que dès lors que l'objectif officiel est d'éradiquer le Hamas, on voit bien que c'est un objectif qui est voué à l'échec. Et les responsables israéliens ont conscience du caractère relativement factice de cet objectif. Pourquoi? Parce que si c'est à partir du moment où c'est une créature politique, fondamentalement, si vous coupez la tête du Hamas, c'est-à-dire si vous éradiquez sa direction, ou même si vous éliminez l'essentiel de sa branche militaire, celle-ci, elle va pouvoir se recréer, y compris sous une autre forme, mais elle réapparaîtra d'une manière ou d'une autre. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où le Hamas est enraciné socialement et qu'il a un programme politique qui a un certain écho au sein de la population palestinienne, vous ne pourrez pas l'éradiquer au terme d'une telle opération. Donc, l'espèce de réponse intermédiaire, désormais, c'est l'occupation qui, effectivement, représente d'abord et avant tout une régression et donc un aveu d'échec. Parce qu'en 2005, c'est quand même le Premier ministre Sharon qui avait décidé de se retirer de Gaza. C'était loin d'être une colombe, c'était l'une des figures les plus martiales, un des faucons du Likoud, qui aujourd'hui, dont Netanyahou est l'un des héritiers d'une certaine manière. Et à travers cette régression, vous avez en vérité politiquement aussi un aveu d'échec. Et au lieu de prendre acte de cet échec, en considérant que finalement cette dynamique négative, régressive est une impasse, eh bien finalement, force est de constater que les responsables israéliens continuent à s'enfoncer dans cette même impasse qui conjugue occupation et colonisation, puisque là, je pense qu'il est temps de dépasser le cas et l'espace gazaouite pour établir le lien avec la situation en Cisjordanie. Et à un moment donné, vous verrez que les deux espaces se rejoignent dans la même équation politique. Et alors que les demandes se font de plus en plus pressantes à l'international, Benjamin Netanyahou, encore lui, a rejeté une nouvelle fois la possibilité d'un cessez-le-feu à Gaza. Écoutez. לא תהיה הפסקת אש בלי החזרת חטופינו, שיוציאו את זה בכלל מהלקסיקון, אנחנו אומרים את זה גם לאויבינו וגם לידידינו, ואנחנו פשוט נמשיך עד שננצח אותם, אין לנו אלטרנטיבה. Jean-Paul Chaniolo, les pressions internationales ne semblent pas déstabiliser Benjamin Netanyahou, qui dit il faut enlever le mot cessez-le-feu, vous venez de l'entendre, il faut enlever le mot cessez-le-feu du vocabulaire de nos ennemis, mais aussi de nos amis. Il s'adresse aux États-Unis, il s'adresse à la France? Il s'adresse aux États-Unis, il s'adresse à la France. Il a un grand mépris depuis toujours pour le Conseil de sécurité, pour les Nations Unies. Toutes les résolutions des Nations Unies ont été systématiquement ignorées, récusées. Et donc effectivement, mais en même temps, ça met la balle du côté du seul acteur qui est en capacité de pouvoir faire une véritable pression sur Netanyahou, c'est évidemment les États-Unis. C'est arrivé dans l'histoire que les États-Unis imposent les choses, et ils ont les moyens de le faire. Et donc en fait, ces déclarations, c'est un peu une provocation à l'égard des États-Unis. Joe Biden est coincé entre sa solidarité réaffichée à l'égard d'Israël et en même temps l'exigence d'essayer de sortir de ce conflit autrement et d'empêcher qu'il ne s'élargisse. Donc la grande question pour moi, c'est de savoir si les Américains, et le plus vite possible, vont vraiment décider d'arrêter les choses. Or aujourd'hui, ils sont sur une posture très simple qui consiste à dire cette offensive militaire, il faut qu'elle aille le plus loin possible, donc on ne va pas imposer un cessez-le-feu maintenant. Ça s'est passé exactement pareil dans une autre configuration pendant la guerre du Liban.
ce sont les États-Unis qui ont laissé faire Israël pendant des semaines et des semaines, jusqu'à ce qu'à un moment donné, les États-Unis disent il faut qu'il y ait un cessez-le-feu, et ça s'est arrêté. Donc c'est clair que c'est dans cette posture-là qu'on va se situer. Mais malheureusement, a priori, Joe Biden a parlé de pause tactique avec Benjamin Netanyahu. Oui, ils essaient de trouver une formule, trêve humanitaire, pause tactique. Pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Mais en même temps, ils mettent pas les moyens pour y arriver. Ils sont aussi coincés pour des raisons, disons, passionnelles, parce qu'il y a eu ce 7 octobre et ils sont encore coincés. Mais il va arriver un moment où le nombre de victimes sera si considérable qu'il faudra que Biden se bouge. Et vous savez, si vous calculez, c'est évidemment très artificiel, mais ça donne une idée d'échelle. Nous avons 10 000 morts. 10 000 morts pour une population de 2 millions d'habitants ou un peu plus. La France, c'est combien d'habitants? C'est environ 30 fois plus ou 35 fois plus. Donc ça voudrait dire, si on faisait cette mécanique arithmétique terrible, ça ferait 300 000 morts pour notre pays. Ça donne une image absolument folle, quoi. Et ces 10 000 morts pour 2 millions d'habitants, c'est ça. Donc c'est quelque chose dont on n'a pas idée, et surtout qu'on n'a pas les images, ou très peu d'images, puisque la presse étrangère n'a pas le droit d'aller à Gaza. Plus de 10 000 victimes, hein, selon le Hamas, vous le disiez, une bande de Gaza désormais coupée en deux au-dessous. Bédir Nabi, on voit ces témoignages qui sont terribles, qui nous disent finalement, on a été déplacé dans le sud pour être en sécurité, et il n'y a pas plus de sécurité sur place. Oui, alors, de précision, si on a du mal à mesurer finalement ce bilan macabre, c'est aussi parce que les journalistes internationaux sont interdits d'entrer à Gaza. Et je le précise parce que l'armée israélienne aime à signaler le fait que ces chiffres viennent du Hamas. Oui, mais si on laissait les journalistes internationaux impartiaux et indépendants... Oui, là, ce sont des journalistes de l'AFP, mais qui sont de Gaza. Hein. Oui, non, mais au-delà de ça, je veux dire, je ne vois pas pourquoi Gaza devrait subir en plus ce block-out. Deuxièmement, la situation qui a été décrite et les chiffres qui ont été rappelés, c'est à la fois abstrait et concret. Derrière, ce qui se dessine, c'est vraiment une entreprise qui pourrait être qualifiée du point de vue du droit international d'un génocide, tout simplement. Pourquoi? Parce que on a là une succession de crimes internationaux qui visent un groupe particulier. Toute la question étant de savoir si c'est voulu ou pas. Est-ce qu'il y a une intention du pouvoir israélien d'éradiquer tout ou partie de la population de Gaza? Le gouvernement israélien va vous répondre qu'il cherche à éradiquer le Hamas. Oui, alors, c'est assez approximatif, parce qu'on pourrait répondre alors, ça représente une partie de la population de Gaza, auquel cas on retrouverait là un élément constitutif de la définition du génocide. Non, plus probant je trouve, c'est que les bombardements qui sont à la source essentielle de ces morts, dont pratiquement un tiers sont des enfants, ces bombardements ne sont pas ciblés, de fait. Et leur caractère indifférencié, avec ce bilan incroyable pour ce qui est des civils, tend à étayer, à renforcer l'hypothèse, le risque du génocide à Gaza. Donc c'est un élément qui est très important, qui commence à être développé dans l'argumentaire d'un certain nombre d'experts et de juristes internationaux, qui devrait sensibiliser les chancelleries occidentales dans la mesure où, dès lors où, même si elles ne reconnaissent pas de soutien conditionnel qu'américain à part en faveur d'Israël, le soutien de facto, je pense notamment à l'Élysée, en faveur d'Israël, engagerait leur responsabilité en la matière, ce qui historiquement serait pour le moins, représenterait là pour le coup un élément de plus dans ce discours qui s'est développé dans le sud global et ailleurs, en Chine et en Russie, à savoir que notre discours occidental serait à géométrie variable et serait marqué par un double standard où finalement, in fine, derrière l'universalisme et l'humanisme qu'on aime à mettre en avant, il y aurait finalement en réalité une hiérarchisation de la valeur des vivants et des morts. Si la fin du conflit à Gaza devait conclure ou consacrer cette hypothèse, on perdrait plus qu'une guerre côté occidental. C'est notre crédibilité internationale qui serait définitivement entachée. Il faut peut-être évoquer les 240 otages, plus de 240 otages qui sont là-bas. Est-ce que c'est pas une des clés de la résolution du conflit, Jean-Paul Chagnolot? Une des clés, je ne crois pas, mais ça pourrait être une option. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que les Israéliens ont mis ça de côté. Je suis à peu près convaincu, sans en avoir la moindre preuve, évidemment, que des négociations continuent à travers les différents médiateurs dont on a parlé, à commencer évidemment par le Qatar. Car je crois qu'en Israël même, il y a des pressions des familles et bien d'autres
pour faire en sorte que les otages reviennent. En plus, il y a une dimension politique qui pourrait être ce qu'on demandait à le Hamas il y a déjà pas mal de temps, c'est-à-dire un échange entre les otages et des prisonniers palestiniens, politiques palestiniens, ce qui pourrait aussi être un élément d'un renouveau politique, parce que parmi les prisonniers palestiniens, il y a des personnages qui pourraient jouer un rôle. Enfin bon, c'est une hypothèse. Et pour le moment, on n'est pas là. Et c'est vrai que je voudrais rajouter à ce qui vient d'être dit, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais en plus de ces bombardements, il y a ce que vous avez dit, et c'est aussi des crimes de guerre. Ça peut être qualifié de crime de guerre, le fait de couper l'eau, couper l'électricité, empêcher le ravitaillement le plus élémentaire. Ça peut relever, d'après les statuts de la Cour pénale internationale, de crimes de guerre. Donc on est vraiment on a une initiative, on a une offensive militaire qui est en train d'être jonchée de crimes de guerre, sans parler du reste, évidemment. Mais donc c'est quelque chose de très important. Et il y a un général français dont j'oublie le nom, qui est un ancien responsable à l'état-major de l'OTAN, qui a parlé de désastre moral. Désastre moral. Et ça fait pas mal d'écho parce que ça vient d'un quelqu'un qui était un militaire, donc il sait de quoi il parle quand il parle de la guerre. En plus, il a eu des fonctions extrêmement importantes. Et désastre moral, je crois que c'est vrai pour Israël, sauf que je pense que ça pourrait être aussi vrai par contamination pour nous, occidentaux, parce qu'on laisse faire une telle tragédie. Et il y a une forme de déshumanisation des Palestiniens qui est absolument profondément choquante et qu'on va payer très très fort dans les temps qui viennent s'il n'y a pas un sursaut de ce point de vue-là, si on n'arrête pas. Ce qui est vraiment au-delà du discours sur les qualifications de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité, voire de génocide, on est tout de même dans des massacres absolument épouvantables avec des tirs absolument indiscriminés qui viennent de la terre, mais qui viennent aussi de la mer. C'est-à-dire qu'il y a des bombardements qui viennent des bateaux et qui tirent comme ça avec un aveuglement total. Et c'est vraiment quelque chose. Mais dans le récit français aujourd'hui, dominant, qu'on connaît bien, il y a encore cette idée qu'Israël a le droit de se défendre. J'ajouterais à cela qu'Israël a le droit de se défendre, mais les Palestiniens aussi. Et il serait temps qu'on prenne aussi cette dimension en compte. Oui. C'est en cela que cette séquence, encore une fois, ne concerne pas simplement le conflit israélo-palestinien. Parce que cette guerre-là, précisément, intervient à un moment très particulier de notre histoire mondiale, à savoir la reconfiguration de l'ordre international, avec un discours très fort du côté de Pékin et de Moscou, qui exige un nouvel ordre international pour dépasser précisément celui qui a été instauré par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale en général et par les États-Unis en particulier. Et malheureusement, je dirais, le comportement américain qui consiste à s'aligner systématiquement sur les intérêts israéliens tend à donner raison finalement aux Chinois et aux Russes, dans la mesure où ce comportement vient illustrer parfaitement ce discours à géométrie variable dans le rapport au droit international, c'est-à-dire qu'on appelle à respecter le droit international en fonction de nos intérêts, et deuxièmement, ce comportement amène à bloquer en plus le système. Donc tout cela va dans le sens de cette espèce de mouvement sino-russe qui appelle à remettre les cartes sur la table, et on ne devrait pas pour autant s'en réjouir. On ne sait pas ce qui nous attend après. Ça, c'est pas forcément un ordre mondial plus équitable, plus juste qui nous attend pour autant. Il y a un homme qui avait fait sensation quand il était aux affaires au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre. Même en occupant Gaza, ça n'assurera pas, selon lui, la sécurité d'Israël. Je vous propose d'écouter Dominique de Villepin. Il était sur France Info ce matin. L'important, c'est de pouvoir faire comprendre à Israël qu'une guerre contre un territoire, contre des populations civiles, même si l'objectif affiché est celui des terroristes du Hamas, ce n'est pas possible au XXIe siècle. Israël est en train de mener une guerre d'hier. C'est la guerre d'avant. Cette guerre, elle est dépassée. Cette guerre, elle est perdue d'avance. Pourquoi ? Toutes les guerres qui se déroulent depuis une vingtaine d'années sont des guerres qui commencent et qui ne se terminent pas. Ce sont des conflits gelés. On sait commencer une guerre, on ne sait pas la terminer. Et M. Benjamin Netanyahou pourra diriger le Gaza. Cela ne changera rien. Il continuera à avoir des attaques terroristes. Les Israéliens continueront à vivre dans la peur. Il faut sortir de cela. La deuxième raison pour laquelle c'est la guerre d'hier, c'est que la guerre contre le terrorisme n'a jamais été gagnée nulle part.
Jean-Paul Chagnolot, est-ce que vous signez ce que vient de dire Dominique de Villepin? Je signe des deux mains, bien entendu. Il a complètement raison. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que ce sont des gens, Netanyahou et tous les autres, qui n'ont qu'une obsession en tête. C'est effectivement le rapport de force. Vous savez, il y a une formule terrible que j'ai entendue depuis des années en Israël. Cette formule, ça consiste à dire, on a un objectif et on va l'obtenir par la force. Et si on ne réussit pas à l'obtenir par la force, c'est qu'il n'y avait pas assez de force. Et donc, on en rajoute et on va dans une violence absurde. Et malheureusement, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans des conditions terribles. Et il a parfaitement raison, c'est une guerre d'hier, d'avant-hier, mais en plus qui peut nous plonger dans une régression terrible. J'ajouterai juste un mot, c'est que par rapport à ce que vous avez dit, et je suis tout à fait d'accord, c'est l'idée que, au lieu de défendre nos valeurs, c'est-à-dire le socle sur lequel est bâti le droit international, eh bien on est en train de les saper, ces valeurs, on est en train de les remettre en question, puisqu'on ne défend pas ce que nous avons, les Occidentaux, contribué à créer, le droit international, on le piétine, et ça va nous retomber dessus très vite, et dans des conditions assez tragiques. Oui. D'un mot, parce qu'on va vous réentendre après. Hein. Bien sûr, mais d'un mot, parce que c'est important, je pense. Monsieur de Villepin ne vient pas de nulle part sur l'échiquier politique français. C'est un gaulliste. Or, sa voix gaullienne, pour le coup, est devenue pas forcément inaudible dans l'opinion publique, mais elle n'est plus représentée. Elle n'est plus représentée dans la classe politique. Et ça atteste d'une droitisation et d'un alignement sur le discours israélien au cœur de notre échiquier politique, qui est attesté notamment par le fait que la droite parlementaire, comme on dit, ne s'inscrit plus dans cette voie-là. Merci, messieurs. Si on ne va pas utiliser l'arme nucléaire, évidemment, ça veut dire quand même quelque chose, de manière implicite, c'est qu'on est prêt à utiliser tous les moyens pour écraser les Palestiniens. Et c'est ça que ça veut dire, et c'est bien ce qui se passe notamment aussi en Cisjordanie. Il y a une espèce d'impunité totale pour que les Palestiniens soient écrasés de toutes les façons possibles. Ça, c'est au fond une sorte de déclaration emblématique de ce qui se passe vraiment sur le terrain. On a quand même l'impression qu'il y a un terrible imbroglio diplomatique qui complique finalement, parce que le rôle de la Turquie, le rôle du Qatar, le rôle de l'Iran, sans compter l'influence des États-Unis. La Turquie, je voudrais juste dire un mot, c'est que c'est une puissance régionale. C'est une puissance régionale qui a son rôle à jouer dans la région et dans le monde, mais dans la région d'abord. C'est un peu quelque part le retour de l'Empire. Hein. Ça a toujours été, Istanbul a toujours eu une place majeure. Et par conséquent, en plus, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est un pays musulman. Il est bien évident qu'il a une carte à jouer énorme. Il y a des questions sur l'Iran. Et que son poids dans cette affaire compte. C'est pas par rapport au Hamas qu'il se situe, ça c'est une erreur d'interprétation je pense, il se situe par rapport au droit, à l'autodétermination des Palestiniens. Il reprend lui aussi à son compte le flambeau de la question palestinienne. Et de ce point de vue-là, c'est tout à fait cohérent. Je voudrais revenir moi sur la question. Je vais vous laisser répondre, juste pendant que vous nous répondiez, c'est vous qui prenez la parole. Aïcha précisait et vous demandez, ce conflit n'est pas un peu provoqué, demande-t-elle, pour prendre le pouvoir sur Gaza, puis la Cisjordanie? Ce conflit était provoqué par le Hamas, donc, c'est ça? Provoqué en tous les cas. Oui, a priori. Il y a quand même une attaque du Hamas au départ, donc d'où mon hypothèse. Mais je voudrais quand même revenir sur la question précédente, parce que l'hypothèse de l'usage de l'arme nucléaire vient précisément étayer l'hypothèse que moi j'ai évoquée lorsque j'ai parlé d'un risque génocidaire. C'est pas un des mots balancés de manière inconsidérée. Il y a une définition en droit international de ce qu'est un génocide, et comme je vous l'ai dit, il faut une intention politique. Or, cette déclaration d'un ministre, d'un membre du gouvernement israélien qui évoque l'usage de l'arme nucléaire pour raser Gaza, vient étayer précisément l'hypothèse et le risque d'un génocide. Vous voyez, si un jour les Palestiniens devaient poursuivre Israël en la matière. Et pour ce qui est de votre question, la réponse, la question, elle n'est pas si incongrue que ça, dans la mesure où, au sein, encore une fois, du gouvernement israélien, alors, à la fois le gouvernement précédent, c'est-à-dire de droit commun, si j'ose dire, et celui qui vient d'être constitué en urgence pour mener la guerre, vous avez des ministres qui ont une vision qui est celle du Grand Israël et qui comprend précisément à la fois Gaza et la Cisjordanie au sein de cet espace qu'ils appellent le Grand Israël, et qui, en fait, traduit une vision biblique, une traduction biblique de ce qu'était Israël dans leur lecture et dans leur interprétation de la Torah. Et donc cette lecture religieuse tend, de leur point de vue, à pouvoir être traduite en actes politiques et géopolitiques, et qu'il faut désormais, je pense, prendre au sérieux et arrêter de les prendre pour des
des personnes irresponsables. Non, elles sont responsables puisqu'elles sont en fonction, elles sont au pouvoir, même si on a à l'esprit dans nos débats, dans nos échanges et notre débat public, la figure de Netanyahou. Mais Netanyahou lui-même, ces dernières années, se fait de plus en plus le porte-voix de ces forces. Justement, Allègre ne comprend pas pourquoi le gouvernement israélien n'arrête pas le massacre, c'est le mot qu'il utilise, par les colons israéliens en Cisjordanie palestiniens. Non seulement il ne les arrête pas, mais il les encourage. En fait, c'est la question, c'est ça. Mais en fait, depuis des années, 20 ans, 30 ans, il y a une volonté effrénée de cette droite et de cette extrême droite de prendre le plus de terres possible. Et ceux qui sont les acteurs de cette dépossession foncière systématique, ce sont les colons. Et dans les colons, il y a vraiment des gens tout à fait extrémistes. Et du coup, c'est quoi? C'est une course de va-t-en-guerre? Est-ce que Benyamin Netanyahou, il n'est pas un peu enfermé dans sa coalition, un peu coincé, même ce n'est pas le plus virulent, même si on l'entend beaucoup. Il y en a sans doute ceux qui sont plus virulents dans sa coalition. Vous savez, Netanyahou, il a au moins, si j'ose dire, je vais mettre des grands guillemets, un mérite, c'est qu'il est constant. Ça fait 30 ans qu'il a la même posture, ça fait 30 ans qu'il a la même position. Je reviens une seconde à Oslo. Je vais vous laisser terminer, mais je pense que Allègre, JL, fait référence à ce qui se passe en ce moment. Alors il y a un continuum, mais en ce moment, alors qu'Israël est dans la bande de Gaza, il y a des exactions. Oui, mais c'était pour répondre à la question de votre question. J'étais allé un peu plus loin. De répondre aux questions des téléspectateurs. D'accord, excusez-moi, j'étais sur l'autre question. Alors, non, mais je pense que il faut bien comprendre qu'une occupation militaire, c'est déjà tout à fait inacceptable. Mais une occupation militaire, comme ça s'est passé ici ou là, on enlève les militaires et la vie continue, si j'ose dire. Il y a un jour d'après. Mais là, il ne s'agit pas de ça. La colonisation, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que politiquement, un gouvernement s'efforce année après année de pousser à la dépossession foncière des Palestiniens, c'est-à-dire qu'on vole des terres. Il n'y a pas d'autre terme. On exproprie les terres des Palestiniens pour y placer des colonies, c'est-à-dire en fait des petites villes ou des grandes villes, parfois il y en a quelques-unes qui font plus de 30 000 habitants, où s'installent des colons. Et ces colons, ils ont pour beaucoup d'entre eux une idéologie extrémiste, c'est-à-dire qu'ils veulent à tout prix que les Palestiniens qu'on a déjà dépossédés, eh bien partent. Et en plus, ils le font avec la plus grande violence. Et ces jours-ci, depuis 3 semaines, dans ce cadre-là, ils ont le sentiment d'une impunité. Et par conséquent, les plus extrémistes d'entre eux, et ils sont très nombreux, se livrent à des violences quotidiennes qui peuvent aller jusqu'à l'assassinat de Palestiniens et, par exemple, empêcher la récolte des olives. Ils ont une violence inouïe. Et l'armée israélienne, non seulement évidemment ne fait rien, mais les accompagne et les protège. Donc c'est un élément qu'on ne voit pas parce qu'on est focalisé à juste titre sur ce qui se passe de manière dramatique à Gaza. Mais il faut bien voir qu'en Cisjordanie, la situation est terrible. Les gens sont terrorisés par ces colons qui sont prêts à tout et qui font tout. Et donc, si on reprend à la fois les termes exacts de la question et la réponse de mon collègue, en fait, la réponse est simple. Pourquoi le gouvernement n'intervient pas? C'est parce qu'il partage le même projet, qui est un projet colonial. À partir du moment où l'objectif est le même, la question des moyens est secondaire. Aujourd'hui, c'est plus spectaculaire parce que la focale est sur le territoire. Mais pour ceux qui suivent le dossier, non, est-ce que Thierry a raison quand il vous demande Netanyahou veut-il intégrer Gaza comme partie intégrante d'Israël? Demande-t-il quel avenir pour la Cisjordanie occupée? C'est la suite de ce que vous étiez en train de commencer. Oui, mais ça renvoie à la question que vous m'aviez posée précédemment, à savoir finalement comment sont considérés et conçus ces territoires dits palestiniens qui sont des territoires occupés aujourd'hui et colonisés en ce qui concerne la Cisjordanie. Et Jérusalem-Est. Oui, sachant que Jérusalem est considéré comme inclus à... Mais aujourd'hui, je sais que c'est difficile, mais merci beaucoup pour les racines, mais de penser à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a Benyamin Netanyahou qui nous dit on y va, on pourra y rester jusqu'à 6 mois, on va détruire tous les groupes du Hamas, et puis après, on repartira. C'est à peu près ce qu'il dit là maintenant. À peu près. C'est dans ce cadre-là qu'est posée cette question. Oui, mais... Est-ce que vous croyez en cette parole-là ou, comme demande Thierry, il veut intégrer Gaza comme partie intégrante d'Israël et c'est un projet à plus long terme? Je pense que c'est la question que nous pose Thierry. Il peut y avoir cette tentation d'inclure et d'occuper définitivement, d'annexer, comme on dit juridiquement, formellement, Gaza, mais là, pour le coup, il franchirait une ligne rouge, une nouvelle ligne rouge du point de vue du droit international, y compris du point de vue de son principal allié américain. Mais la tentation, il doit l'avoir, d'autant plus que du point de vue de la politique interne israélienne, il trouverait des soutiens dans cette perspective-là, à la fois en convoquant la lecture messianique
de l'existence d'Israël, pour certains, et de l'autre, l'argument sécuritaire. Parce qu'il va pouvoir, là aussi, s'appuyer sur l'argument sécuritaire pour peut-être rallier d'autres acteurs que les religieux et autres suprémacistes juifs. Moi, ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que au-delà de Netanyahou, parce qu'on est un peu obsédé par sa figure, le problème... Qu'est-ce qu'il s'exprime hier soir? Bien sûr, non, mais je comprends bien, vous avez bien raison, mais au-delà de sa figure, et s'il est au pouvoir depuis si longtemps, c'est parce qu'il y a quand même une difficulté à trouver une alternative ou une figure alternative. Même dans l'opposition, si vous prêtez l'oreille à l'opposition, ce qui est considéré comme l'opposition israélienne aujourd'hui, la politique de colonisation n'est pas remise en cause. Elle n'est pas remise en cause, sauf quelques voix dissonantes et très minoritaires. Or, c'est le problème de fond. Et donc là, pour le coup, l'après-Netanyahou, puisqu'on nous dit qu'a priori l'après-Netanyahou est acté une fois l'opération militaire achevée, on va retrouver une équation politique qui risque de ne pas se poser dans des termes nouveaux. À 18h12 sur France Info, je vous rappelle que vous pouvez flasher le QR code qui est en haut de votre écran et qui est en permanence affiché afin de poser des questions à nos spécialistes. François vous écoute et vous demande, Netanyahou, il suscite beaucoup de questions, n'a-t-il pas intérêt à ce que la guerre dure pour rester au pouvoir et donc, en promouvant le Hamas, n'a-t-il pas poussé au crime pour avoir l'excuse d'occuper Gaza et donc de revenir sur tous les efforts de paix? Je crois que nos téléspectateurs ont besoin de comprendre les motivations, les objectifs. Moi, je pense que Netanyahou avait besoin d'un bon ennemi, si j'ose dire. Celui qu'on pouvait montrer du doigt et dire avec celui-là, on ne peut pas négocier. Comme lui-même ne veut pas négocier, il désignait toujours le Hamas. Et il y a même eu des périodes très particulières où à un moment donné, il y avait la possibilité de négocier avec l'autorité palestinienne. Et la réponse de Netanyahou, c'était de dire, je ne peux pas négocier avec un gouvernement, l'autorité palestinienne, qui n'est pas représentatif de l'ensemble, parce qu'il n'y avait pas le Hamas. Et puis, quand il y a eu, car c'est arrivé, le Hamas, il a dit, je ne peux pas négocier avec un gouvernement dans lequel il y a le Hamas qui est une organisation terroriste. Autrement dit, une espèce de jeu funèbre, absurde et finalement tragique, on en voit les conséquences, qui consistait, comme j'évoquais tout à l'heure, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, refuser toute forme de compromis politique. Pour Netanyahou et tous ceux qui l'entourent et toute la politique du Likoud et de ses alliés, il n'est pas question qu'il y ait un État palestinien, il n'est pas question qu'il y ait le moindre compromis politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pérennise l'occupation. Mais attention, c'est pas simplement pérenniser l'occupation et avec cette intensification de la colonisation, le but, c'était évidemment, et c'était dans la configuration des années 2018-2019, ça passait comme envisageable, c'était d'annexer, ce qui est complètement contraire au droit international, d'annexer la Cisjordanie, Jérusalem-Est ayant déjà été, et c'est évidemment contraire au droit international. Étant entendu que pour Gaza, je ferais peut-être une nuance, c'est que au fond, les Israéliens auraient voulu se débarrasser de Gaza d'une manière ou d'une autre, pour plein de raisons. Ils le rêvent partir en mer, ou partir en Égypte, ou bien se débarrasser de la population. Gaza, c'est un cas un peu à part. Mais pour la Cisjordanie et Jérusalem-Est, c'est très clair que l'objectif, c'était, et c'est toujours d'ailleurs, l'annexion. Et ce qui conduit à un système de discrimination qu'on nomme évidemment l'apartheid, parce que les Palestiniens seraient évidemment des gens qui n'auraient aucun droit et qui seraient sous domination israélienne. Je vous laisse répondre, mais pour mettre un petit peu la pression, je vais vous mettre la question suivante, c'est celle de Stéphane qui vous écoute et qui vous demande, est-ce que le gouvernement israélien sait déjà qu'il est en train de créer le Hamas de demain? Bonne question. Malheureusement, c'est une question à la fois pertinente parce que réaliste, mais c'est une question que le gouvernement israélien aurait pu se poser lors des précédentes opérations. Même si celle-ci a une dimension nouvelle, la politique du pire, d'une certaine manière, a toujours prévalu. Et par politique du pire, c'est précisément une politique qui est strictement militaire, sans perspective politique, et qui tend in fine à nourrir le Hamas. Et les conflits de demain. Humainement, politiquement, etc. Donc c'est en cela que la question est pertinente. Et c'est en cela que Benjamin Netanyahou est doublement responsable, en fait. Il est doublement responsable. Il est responsable de la faille sécuritaire pour Israël. Il n'a pas répondu au mandat pour lequel il a été élu. Donc ça, c'est sa responsabilité à l'endroit des Israéliens. Mais je dirais aussi qu'il devrait répondre aussi d'une autre responsabilité, puisqu'il est formellement établi désormais qu'il a toujours favorisé le Hamas contre l'autorité palestinienne. Et les Israéliens, en tant que
citoyen d'une démocratie devrait aussi le sanctionner pour cela, puisque finalement ils ont payé un lourd tribut quant à ce choix. Qu'à un moment donné, la responsabilité n'est pas seulement sécuritaire, la responsabilité politique de Netanyahou, elle est aussi dans un choix stratégique qui a mené aussi, pas seulement la faille sécuritaire, aussi le choix stratégique qui a consisté politiquement à favoriser le Hamas depuis 3 décennies, a abouti aussi aux attaques du 7 octobre. Donc Netanyahou, sa responsabilité, elle est très très lourde. Le problème, c'est que Netanyahou a été élu sur la base d'une coalition et sur la base d'une majorité à Knesset qui est élue à la proportionnelle. Ce qui veut dire que la société israélienne a voulu ça. Et depuis 2009, qui est au pouvoir, il n'y a pas eu de remise en question. Parce qu'il y a eu toute une série d'affrontements en 2012, en 2014, en 2021. Donc on est dans cette espèce de paradoxe affreux qui consiste à dire ce personnage vous a emmené là où nous sommes aujourd'hui, dans un désastre, mais c'est nous qui l'avons mis au pouvoir et qui l'avons gardé au pouvoir. Il faut bien voir ça. C'est un personnage jusqu'au 7 octobre, c'est un personnage assez populaire. Il y a quand même tout un tas de contestations. Non, c'est pour ça que je viens de dire assez. Oui. Avant les événements de ces derniers mois, il était très populaire. J'ai dit assez populaire. Je veux dire qu'il a effectivement été en crise depuis quelque temps, mais pendant des années, c'était le personnage clé de toute coalition politique israélienne. C'est ça le problème, quoi. Les Stouff et James ont la même question au même moment. C'est que vous l'avez peut-être un peu suscité, les richesses récemment trouvées dans Gaza. James qui vous demande est-ce qu'il ne chercherait pas à dérober les richesses récemment découvertes à Gaza, j'imagine que c'est ce qu'il veut dire, notamment pétrolifères, en faisant fuir la population de Gaza. Et les Stouff, est-ce que c'est vrai qu'il y a un gisement de gaz en mer face à Gaza et serait-il possible que l'intérêt des Israéliens aille dans ce sens? Alors, c'est clair que toute la Méditerranée orientale, toute la géopolitique de la Méditerranée orientale est reconfigurée à l'aune de découverte de gisements dont on a encore du mal à mesurer, mais a priori, ça serait véritablement des perspectives. Du gaz et du pétrole. Les stoppages de gaz. C'est surtout le gaz. J'en ai pas entendu parler. Non, c'est du gaz. Et ce qui supposerait, premièrement, des accords entre des États qui parfois ne se reconnaissent pas. Je pense au Liban et à Israël, puisque le Liban n'a pas reconnu Israël encore. Et pour ce qui est de Gaza, alors la question de la capacité à exploiter de telles perspectives, de tels gisements se poserait. Mais d'un point de vue réaliste, c'est clair qu'on pourrait émettre cette hypothèse. Mais en même temps, en prenant en considération les précédents et la continuité de la politique menée par Benyamin Netanyahou depuis 3 décennies, pratiquement, je veux dire de manière discontinue, mais je veux dire, il est au pouvoir de manière plus ou moins directe en Israël depuis des décennies maintenant, eh bien, là, pour le coup, c'est secondaire en vérité, parce que c'est pas ce qui l'anime. Ce n'est pas ce qui l'anime, c'est vraiment plus que la sécurité d'Israël, c'est la puissance impérative, j'allais dire, d'Israël et la capacité à imposer sa volonté sur les Palestiniens, y compris à l'endroit de leur droit à l'autodétermination. Et là, pour le coup, c'est ce qui se joue pour lui. Tant que la non-existence, la non-création d'un État palestinien, pour lui, telle est sa réussite politique. Le fait qu'il y ait cette nouvelle donne gazière, c'est important pour Israël en tant qu'État, pour son indépendance énergétique, mais ça ne remettra pas en cause, j'allais dire, le logiciel idéologique de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Jean-Paul, je vous laisse répondre, après on passe à l'Iran. Allez-y. Juste un mot. Au large d'Israël et de Gaza, il y a des gisements de gaz. Il y a eu des délimitations de frontières maritimes et Israël a déjà ces gisements de gaz qu'il a commencé à exploiter. Par contre, le gisement de gaz qui est au large de Gaza, il y a eu toute une série de négociations pour justement que ça puisse servir aux Palestiniens. Et malheureusement, pour l'instant, ces négociations n'ont pas abouti. Mais c'est une richesse incontestable, mais qui serait évidemment importante dans le cadre un peu utopique aujourd'hui d'un État palestinien. Il en reste là. Vous voyez que c'est secondaire, alors que dans une géopolitique, j'allais dire classique ou normale, c'est quelque chose qui pour devrait... Pour l'Irak, on avait parlé des... Bien sûr, c'est quelque chose que des animaux politiques sont guidés par le réalisme et par leurs intérêts. Prime. Là, l'idéologie prime. Alors, Nat, 93 et JP vous pose la question de l'Iran. Palestiniens, Libanais et Israéliens peuvent-ils vivre dans la concorde tant que l'Iran agitera son gré
ces marionnettes terroristes, demande-t-elle. JP, le Hamas, tout comme le Hezbollah au Liban, ne sont-ils pas les idiots utiles de l'Iran? Je ne crois pas du tout. Je crois que c'est des raccourcis que même certains de nos collègues vont essayer de décrire. Mais je crois qu'il faut bien, simplement, si on prend la naissance du Hezbollah, la naissance du Hamas, pour que chacun comprenne, le Hezbollah est né de l'Iran. C'est l'Iran qui a, en 1982, contribué très largement à le créer et ensuite à le soutenir. Et il y a un lien extrêmement étroit sur tous les plans idéologiques et même en termes de conception de système politique, ce qu'on appelle le vilayet el-faqih, c'est-à-dire la prééminence du jurisconsulte, comme en Iran, avec le guide, eh bien, c'est au fond la conception du pouvoir qu'a le Hezbollah. Et quand il y a une guerre en Syrie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Hezbollah va servir les intérêts de l'Iran. Donc vous avez une imbrication incontestable. Avec le Hamas, et c'est des chiites, évidemment. Si on prend le Hamas n'a pas été créé de l'extérieur. Ce sont des frères musulmans. Ce ne sont pas des chiites. Comment? Et ils sont sunnites. Et ils sont sunnites. Et le Hamas est créé par les frères musulmans qui étaient implantés en Palestine depuis longtemps. Et c'est en 86-87 que le Hamas est créé par les frères musulmans. Et donc ça vient du terroir palestinien. Ça vient pas de la création de l'Iran ou d'un autre État. C'est fondamental. Et pendant la guerre civile en Syrie, alors que le Hezbollah soutenait le régime syrien, évidemment, en accord et en soutien de ce que la politique iranienne, là c'est l'inverse, le Hamas soutenait l'opposition. Donc on est vraiment dans... Il ne faut pas mettre sur le même plan le Hezbollah et le Hamas, ils peuvent avoir des convergences tactiques, voire stratégiques, et donc militaires et logistiques, mais certainement pas, il ne faut pas les mettre sur le même plan. Le Hezbollah a une capacité en plus d'intervention au niveau régional, et le Hamas, à ce jour, a eu un ancrage national, territorial, et n'a jamais été en dehors des frontières de la Palestine. Donc il faut vraiment bien distinguer les deux organisations, même si, vu d'ici, on a l'impression qu'ils se ressemblent. Ils ont des points communs, bien entendu, mais ils sont différents. D'autant plus qu'en réalité, si on devait chercher une puissance extérieure dont dépendrait d'une manière ou d'une autre, au moins partiellement, le Hamas, c'est plutôt du côté du Qatar qu'on devrait regarder, dans la mesure où le Qatar a assumé et a affiché son soutien politique, diplomatique et matériel à l'endroit du Hamas et au-delà du Hamas, à l'endroit de la population de Gaza. Et donc ça participe, enfin ce soutien au Hamas du côté du Qatar participe de sa volonté de rayonner dans la région en démontrant, en tentant de prendre le flambeau de la cause palestinienne dans le monde arabo-musulman. Et ça a plutôt marché. Et ça, c'est d'autant plus efficace qu'en réalité le Qatar réussit en même temps, si j'ose dire, à entretenir ses bonnes relations avec les États-Unis et à mener sa stratégie vers le Hamas avec le soutien d'Israël, puisque le financement du Hamas par le Qatar est validé, oui, par le régime israélien. Et en ce sens, on revient finalement à certaines hypocrisies des postures des uns et des autres. Seulement pour dire, voilà, le temps médiatique étant ce qu'il est, on a l'impression que le 7 octobre est une date du passé. En fait, c'est un présent très tragique et qui restera notamment comme un événement historique parce qu'on a assisté en fait à des crimes de guerre et à un crime contre l'humanité du point de vue du droit international, dans la mesure où ce qui vient d'être rappelé, derrière les noms, il y a des êtres humains qui ont été visés en tant que civils, même s'il y a des militaires. Il y a des civils qui ont été aussi massacrés de manière massive et indistincte. Donc on a là aussi, de la même manière que j'ai qualifié ce qui se passait à Gaza de ce qui pouvait relever d'un génocide, ce à quoi on a assisté le 7 octobre relève de mon point de vue d'un crime contre l'humanité. Merci. Jean-Charles. Oui, juste, c'est un crime contre l'humanité qu'il faut condamner de la façon la plus ferme, évidemment. Ce qui est malheureux, c'est que dans les temps qui viennent, on va voir aussi une liste terrible de milliers et de milliers de gens dans lesquels il y aura des enfants. Et ceci, évidemment, est tragique. Et simplement, une vie israélienne vaut une vie palestinienne. Point. Merci. Merci, messieurs, de vous être prêtés à ce jeu des questions-réponses avec nos téléspectateurs.